Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. On va de nouveau prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, Pierre Médevielle, bienvenue. Vous êtes sénateur Les Indépendants de la Haute-Garonne, vice-président de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, vice-président de la délégation aux droits des femmes et membre de l'OPEX. Vous réagirez donc à différents sujets et notamment à la hausse des cas Covid en Europe. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous ce soir, Jérôme Rabier. Bienvenue Jérôme. Vaccination obligatoire pour les soignants. Jean Castex a officiellement reçu l'avis des présidents de groupes parlementaires. Et une large majorité est en faveur de la vaccination obligatoire pour les soignants et certains veulent même aller plus loin. Et on les entendra. Antoine Comte est également avec nous ce soir. Bienvenue Antoine. Comment lutter contre le Covid ? Justement, l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, a remis son rapport. Et oui, les députés et les sénateurs ont fait des préconisations sur la vaccination des mineurs, sur la levée des brevets ou encore sur le Covid long, Rebecca. Le détail, c'est à suivre. Steve Jourdain fait aussi partie du club ce soir. Bienvenue Steve. La commission d'enquête poursuit ses auditions autour des dysfonctionnements observés pendant la campagne des régionales. Et Gérald Darmanin est à nouveau dans le viseur des sénateurs. Dans une demi-heure, notre grand débat. On s'arrête ce soir sur le dernier grand texte examiné au Sénat avant la pause estivale. C'est le projet de loi 4D, rebaptisé 3DS. Cela ne vous dit peut-être rien, mais il y est question de décentralisation. Et le Covid étant passé par là, eh bien les sénateurs ont pas mal modifié le texte en commission, notamment sur la gouvernance des ARS, agences régionales de santé. C'est notre choix d'angle ce soir, c'est sur ce point qu'on va s'arrêter. Elles ont été sous le feu des critiques pendant la crise sanitaire, à tort ou à raison. En tout cas, la loi va apporter des modifications. #LPL si vous avez envie de réagir ce soir sur Twitter. Mais d'abord les chiffres du Covid en Europe. L'OMS alerte sur une possible reprise épidémique sur le continent. Brassage de population, voyage, assouplissement des règles sanitaires et ajouter à cela le variant Delta. Le cocktail n'est pas explosif, mais pas loin. Avant d'en parler avec vous, Pierre Médevielle, faisons le point sur les chiffres et les situations dans divers pays avec Jérémy Heinzmann. Il persiste et signe. Malgré la reprise épidémique au Royaume-Uni, Boris Johnson maintient la levée des restrictions sanitaires prévues pour le 19 juillet. Nous mettrons fin à la règle de la distance sociale de plus d'1 mètre et à l'obligation légale de porter un masque. Nous essayons de passer d'un système de règles gouvernementales très élaboré à un système dans lequel nous comptons sur les gens pour qu'ils exercent leurs responsabilités personnelles. Le Premier ministre estime qu'à cette date, les 2/3 des adultes seront complètement vaccinés contre le Covid-19. Les restaurants, bars et salles de spectacle pourront fonctionner à pleine capacité et les discothèques rouvriront leurs portes. Une décision controversée dans un pays où le nombre de contaminations augmente. D'ici 2 semaines, la barre des 50 000 cas quotidiens devrait être dépassée. En Europe, Angela Merkel suit la même ligne que son homologue britannique. À partir de ce mercredi, l'Allemagne lève les restrictions d'entrée pour les résidents de 5 pays, le Royaume-Uni, le Portugal, l'Inde, le Népal et la Russie. Si certains assouplissent leurs mesures, d'autres doivent envisager un durcissement des restrictions. C'est le cas de certaines régions d'Espagne, comme l'Andalousie et la Catalogne, confrontées à une explosion du nombre de contaminations, plus de 30 000 par jour, notamment chez les jeunes. Les chiffres d'aujourd'hui ne sont pas bons du tout. Chez les plus jeunes, nous avons un taux d'incidence proche de 600. Une dégradation principalement due au variant Delta, qui devrait représenter 90% des nouveaux cas de Covid-19 dans l'Union européenne d'ici fin août. Pierre Médevielle, on voit qu'il n'y a aucune harmonisation européenne sur les mesures face au Covid. On a un peu de mal à suivre. On a l'Allemagne et l'Angleterre qui prennent des mesures de relâchement, d'assouplissement. On a au contraire l'Espagne qui fait l'inverse. C'est dur de suivre. Oui, c'est assez compliqué. Encore une fois, nous sommes confrontés à ces problèmes européens. Où il n'y a effectivement aucune harmonisation. Moi, je suis un peu étonné par l'attitude de Boris Johnson, apparemment qui n'a pas retenu la leçon la première vague, où on le voyait embrasser des pensionnaires de maisons de retraite. Bon, il avait perdu de sa superbe quand il est sorti de l'hôpital, où il a eu de gros problèmes. Apparemment, il recommence avec une certaine arrogance. On parle de demi-finale de Wembley, de l'Euro, où il y aura 60 000 personnes dans le stade. Je pense que ce n'est pas raisonnable. Nous sommes à la veille d'une nouvelle vague, je crois qu'il faut être clair. Vous avez entendu comme moi les chiffres de Catalogne, d'Andalousie. Bon, on a des Portugal, il y a la Russie. Si nous avons retenu les leçons, je crois qu'il nous faut agir rapidement. Nous sommes réellement dans une course contre la montre.
pour la vaccination, arriver à ce seuil d'immunité collective. Nous avons d'ailleurs interpellé avec Claude Malhuret, notre président de groupe, Jean Castex, la semaine dernière, sur la question de l'obligation vaccinale pour certaines catégories d'âge, certaines catégories professionnelles, et je crois qu'il faut agir vite, mais même très vite. Nous n'avons pas exactement les chiffres, mais nous connaissons la gravité qu'aurait une nouvelle vague, que ce soit d'un point de vue social, d'un point de vue sanitaire, bien sûr, d'un point de vue politique aussi. Et psychologique. Psychologique, bien sûr, pas pour la population, qui en a assez de confiner, déconfiner, reconfiner, déconfiner. Je crois qu'aujourd'hui, il nous faut un cap très rigoriste. Il faudra certainement s'asseoir sur quelques petites libertés individuelles et revenir à une notion d'intérêt collectif. Ça, c'est fondamental, car se vacciner, c'est se protéger, mais c'est protéger les autres aussi surtout. Et on ne peut pas institutionnaliser un droit de contaminer, c'est pas possible. Et vous avez raison de parler de la vaccination, c'est vraiment le sujet central du jour. On va y revenir dans nos chroniques, c'est l'heure du club. Et Jérôme, c'était effectivement l'un des faits majeurs du jour. Jean Castex a donc officiellement reçu l'avis des présidents de groupe sur la vaccination obligatoire des soignants déjà. Oui, ils avaient jusqu'à aujourd'hui pour envoyer leur réponse. Le sujet a donc occupé une bonne partie des réunions hebdomadaires des groupes politiques ce matin au Sénat. J'ai ramassé les copies. Et pour les principaux groupes du Sénat, oui, il faut rendre la vaccination obligatoire pour les soignants. Ce sujet, encore impensable il y a quelques mois, il a finalement rallié à lui une large part des sénateurs qui ne veulent plus, comme vous venez de le dire, des mesures de confinement et qui sont persuadés que les Français ne les supporteraient plus. Le groupe Les Républicains, celui des socialistes, celui des centristes et évidemment le groupe de La République En Marche soutiennent cette obligation vaccinale pour les soignants, pour ne citer que les groupes les plus importants. Au groupe socialiste, le débat a tout de même duré plus d'1 heure, preuve que ce n'était pas une évidence. Mais au final, Patrick Kanner est venu nous dire les raisons de ce soutien et il plaide même pour accélérer. Nous sommes favorables à l'obligation vaccinale pour les soignants, mais aussi pour les intervenants en EHPAD, sachant que nous voulons inscrire cette éventuelle, c'est une décision du gouvernement, cette éventuelle vaccination dans un séquençage pour aboutir à ce que d'ici la fin de l'été, il n'y ait pas, comme le dit M. Castex, 40 millions de vaccinés, mais qu'on soit à 45 voire 50 millions, parce que aujourd'hui, il y a encore 37% des Français qui n'ont pas reçu une première dose. Vous l'avez dit, Jérôme, la plupart des groupes y sont favorables, mais est-ce qu'il y a quand même des voix dissonantes ? Oui, chez les groupes les plus à gauche de l'hémicycle sénatorial, au groupe écologiste, on nous confie que chaque personne ou presque avait un avis différent dans le groupe. Au final, le groupe prône officiellement une obligation non contraignante. En clair, c'est obligatoire, mais si on ne veut pas s'y soumettre, faudra passer 2 tests par semaine pour les soignants. C'est une autre forme de contrainte. Au groupe communiste, pas question d'obliger la vaccination des soignants. Ils réclament d'abord une transparence des chiffres de vaccination de ces professions médicales et paramédicales. Et ils espèrent une grande campagne d'incitation estivale à se faire vacciner. Écoutez Laurence Cohen. De faire des grandes campagnes d'information avec des bus de vaccination qui pourraient aller dans les quartiers, dans les entreprises, sur les plages et y compris faire en sorte que dans chaque établissement de santé, il y ait des doses suffisantes pour que les personnels soignants puissent effectivement se vacciner. Alors, il n'y a pas que la question de la vaccination des soignants. Jean Castex demande aussi au groupe de se prononcer sur l'élargissement du pass sanitaire qui pourrait être exigé dans plus de lieux. Là aussi, une large majorité des groupes politiques du Sénat soutiennent cette mesure. Et pourtant, on sait que lors de l'instauration du pass sanitaire au mois de juin, les sénateurs, et notamment la majorité sénatoriale de la droite et du centre, avaient tenu à encadrer strictement l'introduction de ce pass sanitaire. La menace du variant Delta a fini de convaincre les plus réticents, comme nous le dit René-Paul Savary du groupe Les Républicains. On ne peut pas imaginer qu'on va dans un lieu public et qu'on se fait contaminer. Ça devient dramatique quand on sait qu'on a les moyens de lutter contre cette contamination par le biais de la vaccination. Et il n'y aura pas besoin de passe sanitaire, etc., le jour où on aura suffisamment de personnes vaccinées. En attendant, il faut prendre un certain nombre de mesures. Donc il faut évoluer, graduer la réponse en fonction de l'évolution épidémique.
Les principaux groupes du Sénat sont donc favorables à davantage de contraintes et parmi les autres groupes, il y a le vôtre, Pierre Médevielle. Il est présidé par Claude Malhuret, le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Et Claude Malhuret, il m'a confié que pour lui, il fallait élargir l'obligation à toute la population et rapidement, dès la fin du mois de juillet, pour pas avoir de nouveau ce débat à la rentrée. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Mais écoutez, c'est évident par rapport à ce que disait Laurence Cohen. Nous n'avons plus le temps de faire de la pédagogie, nous sommes au pied du mur. Si nous voulons remporter ce combat contre le virus, nous devons aller vite, très vite, ce que je disais tout à l'heure. Alors le personnel soignant, évidemment, c'est symbolique, notamment le personnel des EHPAD. Mais aujourd'hui, c'est peut-être pas le plus important, parce que vous avez près de 80% des pensionnaires qui sont vaccinés. Alors, personnel soignant, c'est quand même un symbole fort, parce que c'est à eux de montrer l'exemple. Et c'est important par rapport à la population. Mais il faut aller plus loin, je pense, sur les tranches d'âge. C'est Bernard Jomier qui proposait de 29 à 55 ans. 25-59 ans. 25, voilà, 59, pas 29-55. Mais je crois qu'il va falloir en arriver là. Nous n'avons pas le temps. Je crois qu'il faut que les gens comprennent que c'est un combat. Mais comprenez que ce soit un peu troublant pour les gens qui connaissent aussi un peu la maison Sénat, ardent défenseur des libertés individuelles, de vous entendre tous dire on est pour la vaccination obligatoire, on est pour l'élargissement du pass sanitaire, on est même potentiellement pour des tests PCR payants, c'est bien cela. C'est vrai que c'était pas dans les habitudes de la maison et il y a encore un an, admettez qu'on vous aurait parlé de vaccination obligatoire, vous auriez été plus mesuré, non ? Peut-être un peu plus, mais il y a un an, il faut se remettre dans le contexte, nous avions affaire à un ennemi, un virus que nous ne connaissions pas. Alors, la population était étonnée que le gouvernement ne fixe pas de cap, mais c'était impossible, on ne savait pas exactement où on allait, nous ne connaissions pas tous les modes de contamination, nous ne connaissions pas toutes les évolutions du virus avec les variants, et il est difficile de fixer un cap précis quand on ne connaît pas l'ennemi que l'on a en face. Aujourd'hui, on a quand même une expérience, il y a eu 2 confinements, on sait qu'il faut aller vite, qu'il faut aller très vite. Quand on voit ce qui se passe en Catalogne... Et vous ne craignez pas qu'on fasse sauter des digues un peu dangereuses pour l'état de droit, pour nos libertés individuelles ? L'état de droit, je crois que nous en parlerons quand nous aurons gagné le combat. Regardez ce qui s'est passé dans les pays du sud-est asiatique, de culture confucéenne. Ils ont un sens de l'intérêt collectif que nous n'avons pas. Et je crois qu'il y a des situations d'urgence dans la vie où il faut savoir obéir, entre guillemets, sans se poser trop de questions. Il y va de l'intérêt de tout le monde, de l'ouverture des écoles en septembre, de la réouverture. Enfin, c'est toute notre société qui sera impactée si nous n'arrivons pas à nous discipliner et à faire cet effort collectif. C'est un effort collectif. On va poursuivre sur le sanitaire avec vous, Antoine. Vaccination des mineurs, Covid long, levée des brevets, tous ces sujets font aussi partie des questions qui ont occupé les membres de l'OPEX, dont vous, Pierre Médevielle. Ils ont remis leur rapport tout à l'heure à l'Assemblée nationale et vous l'avez épluché pour nous. Et oui, 95 pages au total, 7 grandes recommandations dans ce rapport de l'OPEX, Rebecca. La première et sans doute la plus importante concerne la vaccination des mineurs. Un dossier sensible sur lequel les 2 chambres préconisent plusieurs choses, Rebecca. D'abord, de systématiser les dépistages sérologiques lors de la première vaccination pour les adolescents. Le but est d'éviter l'injection d'une 2e dose de vaccin si un antécédent de Covid-19 est découvert. Les parlementaires souhaitent aussi déployer des campagnes d'information adaptés aux mineurs pour les renseigner au plus sur la vaccination. Ils souhaitent aussi mettre en place des campagnes de vaccination dans le cadre scolaire à partir de l'automne 2021. Et enfin, déployer une politique ambitieuse de dons de doses pour les populations à risque de pays n'ayant pas accès à la vaccination. Autre préconisation importante, Rebecca, le Parlement demande aussi au gouvernement d'œuvrer à ce que tous les pays du monde puissent accéder rapidement à la vaccination. Mais pour Renan Le Gleu, sénateur LR et rapporteur du volet sur la levée des brevets dans ce rapport. La levée justement des brevets est en fait un faux débat selon lui, écoutez-le. On a écouté tous les acteurs et c'est là où on a montré que le vrai problème est ailleurs. Il est dans les transferts de technologie, dans le savoir-faire, dans les intrants et pas du tout sur le fait de lever les droits de propriété intellectuelle. Et je pense que dans ce cadre-là, l'OPEX, l'Office parlementaire scientifique, fait son travail, c'est-à-dire informer à la fois le Parlement, Assemblée nationale, Sénat, fait son travail aussi pour informer la population, pour qu'elle soit mieux informée et qu'elle sache où se trouvent véritablement les freins à une augmentation de la production. Et notamment dans les limitations d'exportation, notamment l'exportation des intrants. Ça, c'est une des pierres d'achoppement de l'augmentation de la production de vaccins. Et puis Antoine, on parlait tout à l'heure du variant Delta. Le rapport de l'OPEX fait des propositions sur le sujet.
Et oui, concernant les variants, le Parlement demande aux autorités politiques et sanitaires plusieurs choses là encore. D'abord, de demander à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de mettre en place un réseau de surveillance dans les pays en développement qui n'en ont pas les capacités, mais aussi de prévoir des scénarios d'émergence de nouveaux variants. On n'est pas à l'abri de cela, et de prévoir ainsi une adaptation des protocoles de dépistage, mais aussi des mesures sanitaires et de vaccination en fonction des caractéristiques de chaque variant. Écoutez justement à ce propos la sénatrice et co-rapporteure de ce rapport de l'OPEX, Sonia de la Provôté. Des mesures territorialisées de façon à ce que la diffusion du virus soit limitée avant que ce nouveau virus variant par rapport au virus historique devienne le nouveau virus de la nouvelle pandémie. Donc on a vraiment besoin au plan international de faire une surveillance, de faire une veille, d'identifier dans tout ce bruit de fond de mutation, parce qu'il y a énormément de mutations de virus, les virus qui quelque part vont présenter une résistance particulière, une contagiosité particulière ou derrière des problématiques de santé particulières. Et puis je voulais terminer, Rebecca, par ce que proposent les parlementaires sur le Covid long. Vous savez, toutes ces personnes qui ont contracté le virus il y a déjà plusieurs mois et qui ont toujours aujourd'hui des séquelles, cela concernerait 15 à 30% des malades dans le monde, ce qui n'est vraiment pas rien. Et donc pour ces malades, le Sénat et l'Assemblée nationale préconisent également plusieurs choses. D'abord d'assouplir les critères de reconnaissance du Covid long comme maladie professionnelle, de faciliter la prise en charge du Covid long par la médecine de ville, de mettre en place une communication spécifique sur le Covid long à destination du grand public, mais aussi des médecins pour réduire les incompréhensions lorsqu'un patient est touché par ce syndrome. Et enfin, d'accélérer et de financer les recherches sur les causes du Covid long avec la mise en place de traitements spécialisés adaptés, Rebecca. Un rapport très riche, très fourni, Pierre Médevielle. Peut-être arrêtons-nous une seconde sur ces Covid longs dont on parle finalement assez peu. C'est vrai que nous avons eu du mal à les reconnaître, il faut bien le dire. Aujourd'hui, c'est une évidence. Il y a des formes chroniques, on dira, ou long, on peut l'appeler comme on veut. Et il va falloir le reconnaître comme maladie professionnelle ou pas, ça dépendra des cas. Mais surtout qu'il y ait un suivi aussi de ces patients, qu'il y ait un suivi, qu'il y ait des traitements qui puissent être proposés. On sait que ce rapport de l'OPEX est complet et de grande qualité. Vous avez entendu tous les sujets qui sont abordés. La vaccination chez les jeunes, le Covid long, la reconnaissance la vaccination chez les mineurs. Je voulais dire, et c'est un sujet aussi d'une grande importance, parce que ça concerne une grande partie de la population. On a vu que les jeunes aussi étaient touchés. Donc ce rapport fait plusieurs recommandations dans tous ces domaines qui vont dans le bon sens, je pense. L'OPEX a saisi, je pense, l'urgence aussi de la situation et qu'il fallait mettre tous les moyens en œuvre vraiment pour agir. Ce que je retiens aussi dans ce que nous expliquait Antoine, c'est que vous demandez au gouvernement de se préparer à l'apparition de nouveaux variants. C'est comme si vous aviez été, et on l'a tous été, traumatisés par le degré d'impréparation ou d'improvisation et de stupeur qu'on a ressenti en mars dernier. Là, cette fois, vous demandez au gouvernement de ne pas se louper, en gros. Mais, tout à fait. De toute façon, il y a une certitude scientifique, c'est que tant que le virus circulera, de nouveaux variants apparaîtront. Donc si on veut stopper l'apparition de ces variants, ça sera par la vaccination. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre arme, ça apparaît dans le rapport de l'OPEX. Au niveau des thérapies, il y a par 2 laboratoires qui ont sorti des anticorps monoclonaux, qui ont fait leur preuve, notamment dans la phase virale. Après, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un corticoïde, la dexaméthasone, qui agit comme anti-inflammatoire, ou l'hyperoxygénation. Il n'y a pas de thérapeutique aujourd'hui, de moyens thérapeutiques. Donc ce qu'il faut, c'est stopper la circulation du virus, et nous stopperons les variants. Et je précise que vous êtes pharmacien pour nos téléspectateurs, parce que vous employez les bons mots. Donc je précise aussi pourquoi vous êtes quand même spécialiste de la question. Steve, autre sujet, et on va la suivre pendant plusieurs semaines, cette commission d'enquête sénatoriale, celle qui cherche à comprendre ce qui s'est passé pendant la campagne des régionales et pourquoi tout le monde n'a pas reçu la propagande électorale. Après Adrexo hier, dont on parlait d'ailleurs sur ce plateau, nouvelles auditions ce matin, notamment celle de la patronne de l'ARCEP, qui était donc entendue. L'ARCEP, oui, l'ARCEP, l'autorité administrative chargée de superviser, de contrôler notamment la concurrence du marché de la poste en France. Depuis le mois de janvier, sa présidente, c'est l'ancienne députée de droite, Laure de la Raudière, et comme tous ceux qui ont été et qui sont auditionnés par la commission d'enquête du Sénat, la question en toile de fond qui lui a été posée était la suivante: comment en est-on arrivé là? Pourquoi plusieurs milliers de Français, plusieurs millions, même disent certains, plusieurs milliers de Français n'ont pas reçu les professions de foi des candidats avant les premiers et deuxièmes tours des régionales? 10 jours après le scrutin, la colère et l'incompréhension ne retombent pas au Sénat. Écoutez, Philippe Bas, c'était dans la matinale tout à l'heure. Vous
savez, c'est très grave ce qui s'est produit. On ignore encore, je crois, que tant de Français se déterminent pour aller voter aux élections après avoir lu les professions de foi. Ils le font sérieusement, consciencieusement, comme ils l'ont appris dans leur jeunesse de leurs parents ou de leurs professeurs. Et quand ils ne reçoivent pas les professions de foi, une partie d'entre eux est déconcertée et une partie d'entre eux ne va pas voter. 2 Français sur 3, on le rappelle, ne se sont pas déplacés aux urnes pour ce scrutin. La question est de savoir si ces ratés peuvent en partie même expliquer l'abstention record qu'on a constatée, Rebecca. Alors, qu'est-ce que cette audition de la présidente de l'ARCEP nous a appris? Que la responsabilité du gouvernement est engagée selon les sénateurs. Pour rappel, l'année dernière, l'entreprise Adrexo a été chargée par le ministère de l'Intérieur de distribuer la propagande électorale dans 7 régions sur une période de 4 ans. Alors pourquoi avoir confié ce marché à cette entreprise et pas à une autre? Ici même, Gérald Darmanin avait déclaré qu'il n'avait pas le choix, qu'il ne pouvait en quelque sorte pas faire autrement que de confier cette mission à Adrexo. Pourquoi? Eh bien parce qu'Adrexo bénéficiait d'une licence délivrée par l'ARCEP et qu'en vertu même de cette licence, eh bien le ministère de l'Intérieur n'avait pas à contrôler lui-même les capacités de la société à mener à bien sa mission de distribution. Faux, nous dit l'ARCEP aujourd'hui devant les sénateurs. La patronne de l'autorité administrative a tenu à mettre les points sur les i aujourd'hui. L'ARCEP a bien autorisé en 2006 Adrexo et a renouvelé l'autorisation en 2016 à être opérateur postal. Mais en aucun cas, l'ARCEP n'a autorisé Adrexo à délivrer de la propagande électorale. Les prestations fournies dans le cadre de l'autorisation délivrée ne sont pas examinées ni contrôlées par l'ARCEP. Cela relève d'échanges contractuels entre le client et le prestataire agréé. Et donc, conclusion des sénateurs? Simple oubli ou bien faute du gouvernement. En tout cas, Gérald Darmanin n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, selon les sénateurs. Écoutez. L'argument du ministre de l'Intérieur qui indique qu'il ne pouvait pas faire autrement que ce qu'il a fait parce qu'on ne lui permettait pas à son administration de contrôler les capacités techniques des soumissionnaires est un argument qui ne tient pas. Le fait d'avoir une autorisation de l'ARCEP sur la base des critères qui sont les vôtres ne délivre pas le maître d'ouvrage, qui lance le marché public, d'assurer lui-même le contrôle sur la capacité des opérateurs, des soumissionnaires qu'il choisira pour remplir la mission qui est la sienne. Donc là, les choses sont claires. Monsieur le sénateur, est-ce que les choses sont-elles si claires? Est-ce que la responsabilité de Gérald Darmanin est engagée dans cette affaire? Écoutez, nous sommes en pré-campagne présidentielle. Précisément. Il y a des balles qui commencent à voler de tous les côtés. Bon, on l'a vu sur d'autres sujets. Moi, en tant que bon cartésien, il y a quand même, il y a des marchés qui sont passés. Il n'est pas facile quand même de prévoir les défaillances des entreprises tout le temps. À la base, le problème est là. Le travail a été fait n'importe comment. On n'a jamais vu ça. Jamais. Il y a des bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir au deuxième tour, qui n'avaient pas le bulletin. D'autres qui recevaient des bulletins complets, 6 bulletins d'un candidat, aucun de l'autre. Ce qui s'est passé est quand même scandaleux. Alors, Adrexo... Mais alors donc, pour qu'on comprenne bien, vous trouvez que cette commission d'enquête est fondée et qu'il faut aller chercher les responsabilités, même du côté de l'État, même du côté du gouvernement? Une mission d'enquête doit examiner toutes les possibilités, voir tout ce qu'on peut améliorer, surtout, parce que je crois que c'est le but. Peut-être que l'État devra mieux contrôler les entreprises, les actions attributaires de ces marchés. Il y a une présidentielle qui arrive, quoi. Oui, les moyens de ces entreprises. Enfin, c'est quand même la première fois que ça se produit à cette échelle. Si la commission d'enquête débouchait sur des vrais dysfonctionnements venant du ministère de l'Intérieur, est-ce que vous pensez, comme Patrick Kanner, qui l'a suggéré sur ce plateau, que Gérald Darmanin devrait démissionner? Écoutez, moi, ce que je vois pour le moment, c'est une entreprise qui a été défaillante dans son recrutement, dans le recrutement des intérimaires. Et ça, c'est tout de même pas la faute de Gérald Darmanin. On peut leur reprocher le choix de cette entreprise. Mais ce n'est pas eux qui ont bâclé la distribution, quand même. Je crois qu'il faut revenir à la faute de base, aux fautes de base qui ont été commises. Alors, le patron d'Adrexo disait hier en commission d'enquête, attention aux haro sur Adrexo, ils ne sont pas responsables de tout. Il y a même eu diffamation concernant leur entreprise. Oui, quand on recolle un petit peu les informations qui nous sont remontées de tout le territoire au Sénat, ça a été une catastrophe partout. Pierre Médevielle, vous m'autorisez une autre question sur un tout autre sujet qui n'était pas forcément prévu, mais l'information est tombée dans l'après-midi.
inédit, ce sont les déclarations de Jean Castex à l'Assemblée nationale qui annonce que l'exécutif met un terme au processus de révision constitutionnelle. Je le cite, le vote du Sénat met hélas un terme au processus de révision constitutionnelle. On parle de la modification de l'article 1er sur la préservation de l'environnement. La faute au Sénat ? Non, pas spécialement. Je crois que nous n'avons pas pu nous mettre d'accord sur la rédaction de cet article, qui est un article inédit aussi, il faut bien le dire. C'est la première fois qu'on introduit ce genre de notion dans la Constitution. Il y a même un congrès qui était prévu à Versailles. Nous n'avons pas pu nous mettre d'accord sur l'écriture de cet article. Ça tient à des détails, hein, franchement. Oui. Recommander ou... Garantir, enfin, on a joué sur des mots. Est-ce que le sujet mérite qu'on y revienne? On peut l'inscrire dans la Constitution. Je crois que c'est normal. De toute façon, c'est le devoir de tout le monde maintenant de garantir qu'on va lutter contre tous ces problèmes pour la biodiversité, pour la lutte contre les changements climatiques. Mais non, moi, je pense qu'on aurait pu trouver un accord. Et c'est pas la faute du Sénat non plus. Je crois que on s'est peut-être pas compris, personne n'a voulu céder, un pouce de terrain. Un peu de politique derrière tout ça ? Ouais, pardon ? Un peu de politique derrière tout ça. Bien sûr, vous disiez, il y a la présidentielle qui approche. Ah, mais la période est propice à ce type de désaccord. Mais là, c'est un désaccord mineur, je pense, qui ne changera pas la vie de nos concitoyens, fort heureusement. Non, mais peut-être pour l'environnement un petit peu. Pour l'environnement ? Non, parce que nous allons continuer dans le sens de cette protection de l'environnement. C'est notre devoir. C'est pour nos enfants, c'est pour... Et on l'espère. Merci en tout cas Pierre Medevielle d'avoir été avec nous pendant toute cette demi-heure.